Et cet invité, c'est Thierry Coville. Bonsoir Thierry Coville. Oui, bonsoir. Vous êtes économiste, chercheur à l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Vous êtes un spécialiste de l'Iran. Vous avez vécu en Iran dans les années 90. Vous avez notamment publié La Révolution, Iran à la Révolution invisible. C'est aux éditions La Découverte. Alors, aux élections du 26 février dernier, les réformateurs et leurs alliés dits modérés ont triplé au moins le nombre de leurs députés au Parlement iranien. Ils en ont déjà plus de 100 sur 290. Et il y aura un second tour pour attribuer les 69 derniers sièges du Parlement. Alors, c'est clairement une victoire pour le président, entre guillemets, modéré, Hassan Rouhani? Ah oui, tout à fait. Oui, c'était le premier test électoral depuis son élection en 2013. Donc, c'est clairement une victoire pour, on va dire, la mouvance, le courant qu'il représente, qui sont effectivement ce qu'on appelle les modérés en Iran. Alors, on présente souvent donc, le président Rouhani comme un modéré. Qu'est-ce que c'est être un modéré en Iran en 2016 ? Oui, alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en Iran, c'est une république islamique, donc le principe de velayet-e faril, donc il faut toujours faire allégeance au guide et donc accepter si vous voulez, la supériorité du religieux sur le politique. Mais dans ce cadre, vous avez différents courants. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ouais. Tous ces courants respectent le principe de velayet-e faril. Alors on a des courants là, mais ce qui est intéressant dans ces élections, c'est qu'on avait vraiment deux courants. Un courant, on va dire, extrémiste, favorable, peu comme Ahmadinejad, favorable un Iran. Ancien président. Voilà, un ancien président très révolutionnaire, pas de relation avec les États-Unis, les Occidentaux, c'est toujours en train de comploter contre l'Iran. Puis un courant qui dit, bah écoutez, le monde étranger, il faut qu'on ait des relations avec eux, il faut qu'on soit constructif, il faut que ce soit des relations gagnantes-gagnantes, il faut faire de la diplomatie, il faut qu'on soit plus modéré sur le plan extérieur, mais aussi sur le plan intérieur. Donc c'est ça, ça veut dire être modéré en Iran. On peut dire que l'accord qu'il a négocié sur la fameuse question du nucléaire iranien a pesé très lourd dans ces élections. Oui, très clairement. Les Iraniens, quand ils votent pour les modérés, ils disent à Rouhani, ce que vous avez fait sur le nucléaire, c'est bien, on vous soutient, on veut que vous continuiez, vous appliquez la même méthode sur d'autres domaines comme l'économie ou éventuellement la politique intérieure. Donc effectivement, ils ont approuvé cet accord. Alors vous avez parlé du guide suprême, l'ayatollah Khamenei. C'est lui qui dirige aujourd'hui en Iran ou c'est pas aussi simple que ça ? C'est pas aussi simple que ça. Alors, selon la constitution iranienne, il a tous les pouvoirs, le dernier mot pour un certain nombre de sujets, la politique étrangère, etc. Mais il y a un rapport de force en Iran, comme d'ailleurs depuis la Révolution, entre le guide, qui est le numéro 1 du régime, et le président de la République, qui a quand même une légitimité populaire. Surtout dans le cas de Rouhani, il a gagné les élections présidentielles, il faut se rappeler, il était élu au premier tour, avec un taux de participation, je crois, de 70%. Ouais. Il gagne les élections législatives 2 ans après, donc il a une légitimité populaire. La société civile iranienne, quelque part, porte Rouhani. Donc, et on voit très bien, il y répond. C'est pour ça qu'il continue à le soutenir. Donc, il y a un rapport de force entre Rouhani, qui représente les modérés, et on veut dire Khamenei, qui est plus du côté, on va dire, des ultras. Donc, Khamenei est plutôt un conservateur pur et dur. Alors, il a 76 ans, je crois. Il n'est pas en très, très bonne santé. Est-ce qu'on peut déjà anticiper, sinon, son départ et peut-être qui lui succédera éventuellement ? Oui, alors moi, je ne suis pas spécialiste, effectivement, il y a beaucoup de rumeurs à ce sujet, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de toute façon, il y avait des élections aussi pour l'Assemblée des experts. Oui, très important. Au suffrage direct. Et effectivement, cette Assemblée des experts, on a des figures modérées qui ont été élues dans cette... Dont Rouhani, d'ailleurs. Dont Rouhani et Hachimi Rafsanjani, qui est un peu le mentor de Rouhani, qui est l'ancien président de la République. Ce qui veut dire que d'anciens présidents peuvent siéger dans ce Conseil des experts et désigner le futur guide suprême. Voilà, exactement. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit un rapport de force. Comme je vous disais, on a vraiment un rapport de force dans toutes les instances en Iran, entre une composante révolutionnaire ultra et une composante modérée qui prend de plus en plus de force. Alors, on a parlé des modérés, des conservateurs, des ultra-conservateurs. Il y a certains dont on n'a pas encore parlé, ce sont les gardiens de la Révolution. Et on peut dire que les gardiens de la Révolution, ce sont eux aussi qui détiennent la réalité du pouvoir, et en particulier du pouvoir économique en Iran. Oui, alors il ne faut pas exagérer non plus, mais ils possèdent un certain nombre d'entreprises. Bon, il y a des gens qui disent qu'ils possèdent toute l'économie iranienne, c'est faux. Mais il n'y a pas d'évaluation, mais on pense s'ils possèdent déjà, on va dire, 10% de l'économie iranienne, c'est déjà énorme. Et c'est vrai qu'ils ont un pouvoir économique. Justement, Rouhani est quelque part en conflit avec eux parce que Rouhani veut donner plus de place au secteur privé. Donc il est en train quelque part de dire au pasdaran, écoutez, ce serait bien que vous concentriez sur vos activités militaires et vous laissiez l'économie sans doute au secteur privé. Et les pasdarans, donc ces gardiens de la Révolution, ils sont soutenus par Khamenei. Alors c'est vrai qu'ils ont... Officiellement, ils viennent de faire une déclaration, ils soutiennent la révolution iranienne, donc ils vont plutôt être côté des ultras. Mais vous savez, les pasdarans, ils font aussi partie de la société iranienne.
Ce qui est intéressant de Rouhani, c'est qu'il essaye de changer les choses sans brusquer un petit peu les équilibres politiques. C'est pour ça que c'est un conservateur modéré, on va dire, nous on dirait un centriste. Ouais. Donc ce qu'il essaye de faire, c'est faire progresser la société iranienne sans brusquer les ultras, comme les pasdaran qui représentent, si vous voulez, en quelque part, la défense de l'idéologie révolutionnaire. Alors les présidents iraniens sont élus pour 4 ans, donc le prochain rendez-vous c'est 2017. Il vise déjà, Rouhani, une réélection en 2017, c'est ça son objectif ? Très clairement, parce qu'il a quand même passé 2 ans là, à négocier sur le nucléaire. Là, il va surtout s'occuper de l'économie iranienne, qui en a bien besoin, parce qu'il y a un taux de chômage de 20%. Il faut absolument qu'il relance l'économie. Très clairement, je pense qu'il pose les jalons pour être réélu et continuer son travail pendant 4 ans. L'économie iranienne, après l'accord sur le nucléaire, redevient un marché intéressant, notamment pour les entreprises françaises ? Ah oui, c'était le premier marché de la France au milieu des années 2000 au Moyen-Orient. On a des très bonnes réussites en Iran. On a Peugeot, Renault, Total, on a Carrefour qui a installé des magasins. Il faut rappeler, c'est 80 millions d'habitants, l'Iran. 80 millions d'habitants, un pays qui a jamais de problème de paiement, un pays très riche, les 4e réserves de pétrole du monde, les premières réserves de gaz. Je pense que les entreprises françaises, pour les entreprises françaises, c'est un marché très intéressant. Alors parlons un petit peu de la société civile iranienne. On se rappelle qu'en 2009, il y a une partie de la population qui s'était soulevée. On avait appelé ça le mouvement vert. C'était au moment de la réélection contestée d'Ahmadinejad. C'est une opposition aujourd'hui qui est complètement écrasée ou elle attend des jours meilleurs ? Non, elle existe encore. D'ailleurs, vous avez une alliance lors de ces élections parlementaires entre des réformateurs et les conservateurs modérés. C'est pour ça qu'on parle de pôle de modération. Donc ils ont fait des listes communes. C'est ça qui est intéressant. On a une intelligence politique en Iran. Les réformateurs se sont dit, bon, on a invalidé un certain nombre de nos candidats, faisons des listes communes avec les conservateurs modérés. Et ça a marché. Ils ont présenté vraiment un pôle de modération. Non, les réformateurs sont toujours très présents. Ils sont effectivement... Alors, chez les durs, on ne veut pas qu'ils reviennent vraiment dans le jeu politique, mais ils sont revenus par la force des choses. Et je pense que derrière tout ça, il y a quand même la société civile iranienne. C'est ça le paradoxe de l'Iran, c'est que même si les durs combattent, si vous voulez, des groupes politiques plus ouverts, derrière, il y a la pression de la société civile et ils savent qu'ils ne peuvent pas y faire grand-chose non plus. La société civile iranienne, c'est un élément très important pour comprendre l'Iran d'aujourd'hui. Il y a une société civile et on sait qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui se battent pour la place des femmes, mais aussi pour la démocratie. On peut dire qu'aujourd'hui, la société civile iranienne, elle est très active ou elle est étouffée, je dirais, par le religieux. Non, elle est, si vous voulez, il suffit d'aller en Iran pour voir qu'elle est très active, mais elle se bat avec des contraintes. Je veux dire, par exemple, il y a des journaux, il y a une vie intellectuelle en Iran. On me dit toujours que l'Iran, c'est un pays fermé. C'est faux, il y a une vie intellectuelle. Bon, un journal va être fermé, les gens vont en prison, ils ressortent de prison, ils rouvrent un autre journal. Donc, si vous voulez, c'est vraiment, moi je pense que c'est comme une vague, quoi, qu'on ne peut pas arrêter. Il y a effectivement, il y a des contraintes, il y a un appareil répressif, mais si vous voulez, c'est un changement complet des mentalités vers plus de modernité. Contre ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a une division de la société iranienne entre les villes et les campagnes, entre les urbains et les ruraux? Non, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est faux. On est passé de 7 enfants en moyenne à 2 enfants en moyenne en Iran. C'est vrai partout. Vous avez 60% de filles dans les universités, c'est vrai partout en Iran. Donc il y a des différences culturelles, régionales, mais c'est une modernisation qui touche l'ensemble de l'Iran. On peut dire que quand même c'est un pays alors qui est souvent victime de clichés. Il y a eu les clichés du Shah d'Iran, de Persépolis dans les années 60-70. Aujourd'hui, les ayatollahs, les barbus. C'est un pays qu'on connaît mal en fait. Oui, alors c'est vrai qu'il s'y prête aux clichés parce qu'il véhicule beaucoup de choses, l'islam politique, le voile pour les femmes, donc c'est très facile Puis c'était un pays qui s'est fermé, qui n'a pas beaucoup ouvert ses portes non plus, donc c'est très facile de caricaturer l'Iran et on s'en est pas privé. Non, c'est vrai. Je pense qu'il y a c'est peut-être un des pays où il y a un fossé le plus énorme entre la réalité de la société iranienne et les clichés qu'on véhicule sur c'est vrai. Pour revenir au mouvement vert en 2009, on n'en parle plus beaucoup. Les 2 leaders de l'époque, c'était Hussein Moussavi et Mehdi Karoubi. Ils sont toujours en liberté surveillée. Ils restent dangereux pour le pouvoir actuel. Ils vont compter dans l'avenir. On en parle beaucoup. Par exemple, les dirigeants du mouvement vert et même ceux qui ont été élus demandent toujours la libération de Moussavi et Karoubi. On a beaucoup parlé dans les médias sociaux iraniens du fait que Karoubi et Moussavi ont demandé de voter pour ces élections. Ça veut dire qu'ils soutenaient les listes des modérés, quelque part. Non, ils sont toujours très présents. Si vous voulez, le mouvement vert, c'est aussi, il faut bien voir, c'est une révolution, quelque part. Ils portent cette révolution des mentalités qu'on a en Iran. Ils existent, quoi que veuille le régime, que veuille le plus dur, ils sont présents dans la société iranienne. Alors, au-delà des clivages entre réformateurs ou conservateurs, est-ce qu'on peut dire qu'il y a... comment dirais-je, un patriotisme, sinon un nationalisme iranien. Les Iraniens sont fiers d'être Iraniens.
Et ça transcende les classes sociales et les opinions politiques. Ça, je pense que, si vous voulez, je pense que le régime iranien, qui est loin d'être bête, il met beaucoup plus l'accent, d'ailleurs même Ahmadinejad, sur le nationalisme iranien, quelque part, qui donne la cohésion au pays. C'est une réalité. C'est une réalité, beaucoup plus que l'islamisme. Regardez pourquoi Ahmadinejad en a fait tant dans la provocation, même sur la question du nucléaire. C'est qu'il jouait sur la corde du nationalisme iranien. Donc je pense qu'il donne l'unité à l'Iran actuellement, c'est vraiment un nationalisme. Au-delà de leur division, ils sont fiers d'être... Ah oui, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des divisions. Par contre, c'est vrai que le nationalisme iranien, ça c'est quelque chose un ressort très très puissant en Iran. Ce qui veut dire que dans la région, les Iraniens et l'Iran se vivent comme la grande puissance de la région, beaucoup plus que l'Arabie Saoudite par exemple. Oui, alors c'est vrai qu'ils se vivent comme une grande puissance régionale et si vous voulez, il y a un sentiment en Iran qu'on leur a pas donné la place qui était due. On les a traités de révolutionnaires, etc., un petit peu d'arriérés, etc., et on n'a pas reconnu leur vraie place. Je crois que dans ce qui est en train de se passer avec le nucléaire, il y a une grande fierté en Iran de dire, voilà, ce qui est un peu ce que dit Rouhani, sa politique, il dit, regardez à ses adversaires, moi je redonne la place qu'aurait dû avoir l'Iran dans le concert des nations. C'est comme ça qu'on peut expliquer aussi le changement d'attitude des États-Unis vis-à-vis de l'Iran. Les États-Unis se rapprochent de l'Iran parce qu'ils savent que tous les problèmes de la région ne se résoudront pas sans l'accord de l'Iran. Oui, je pense qu'il y a deux éléments. Déjà, je pense que les États-Unis commencent à de mieux en mieux connaître l'Iran. Donc, on est un peu surpris parce qu'en France, quelque part, je crois qu'il y a un petit retard. Moi, je crois qu'Obama et son équipe, ils connaissent de mieux en mieux l'Iran. Ils voient que justement tout ce qu'on vient de dire, c'est pas du tout les clichés qu'on a racontés. Et puis également, ils se sont rendus compte, ce que tous les spécialistes de la région connaissent, c'est que pour régler les crises en Irak, en Afghanistan, évidemment en Syrie, l'Iran est un acteur central, qu'on le veuille ou non. Donc, il vaut mieux l'inclure dans les négociations, même si là, ses objectifs ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres, mais il vaut mieux l'inclure et lui donner la place qu'il mérite. Thierry Coville, en un mot, on peut faire confiance à l'Iran, ils n'auront pas la bombe nucléaire. Ah oui, de toute façon, non, mais là, je pense, c'est oui ou non. Oui, non, mais je veux dire, ils ont le programme, l'accord nucléaire qui a été mis en place. L'Iran a accepté des modes de contrôle que peu d'autres pays, même signataires du TNP, ont accepté. Donc, c'est très clair, ils veulent pas la bombe nucléaire. Je pense que c'est un bon accord, contrairement à ce que certains ont dit. Merci beaucoup, Thierry Coville, pour tous ces éclairages sur l'Iran d'aujourd'hui. Merci beaucoup.